Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours Amibes et Amibiase. Commençons par le plan du cours. On a l'introduction en grand 1. En grand 2, on a l'épidémiologie, comporte petit 1 classification, en petit 2 morphologie, en petit 3 cycle évolutif, en petit 4 mode de contamination, en petit 5 répartition géographique. En grand 3, on a la clinique, puis on a en grande 4 le diagnostic, en grande 5 le traitement, en grande 6 prophylaxie. Grand 1 introduction. L'OMS a défini en 1969 l'amibiase comme étant l'état dans lequel l'organisme héberge Entamoeba histolytica avec ou sans manifestation clinique. Sa prévalence était estimée à 500 millions de cas, dont environ 10% seulement présentent des signes cliniques. On admet actuellement que sa prévalence est de 50 millions de cas, car on a longtemps confondu Entamoeba histolytica, qui est une amibe pathogène hématophage, à l'Entamoeba dispa, qui est une amibe non pathogène et non hématophage. Grand 2, épidémiologie. Petit 1, classification. Les amibes appartiennent à l'embranchement des protozoaires, au sous-embranchement des Sarcomastigophora, à la classe des Rhizopoda, à l'ordre des Amebida, à la famille des Entamoebidae, au genre Entamoeba, Endolimax ou Pseudolimax. Alors, en ce qui concerne les espèces, on a une seule espèce qui est pathogène pour l'homme, Entamoeba histolytica. Les autres amibes parasites du côlon sont des saprophytes, ne sont pas pathogènes. On cite l'Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Entamoeba pollici, Entamoeba coli, Endolimax nanus, Pseudolimax butchli. Une espèce est retrouvée dans la bouche, c'est Entamoeba gingivalis. Actuellement, dit Entamoeba fragilis est classé parmi les flagellés, autrefois parmi les amibes. Et à côté de ces parasites, ces amibes parasites, l'on peut être aussi contaminé par des amibes libres à l'origine de méningoencéphalite souvent mortelle. La contamination dans ce cas se fait par voie rhinopharyngée ou transcutanée. Morphologie en petit 2. Donc, avant d'entamer la morphologie des amibes pathogènes pour l'homme qui est l'Entamoeba histolytica, on doit d'abord parler de la morphologie générale des amibes parasites de l'homme. Les amibes sont des micro-organismes, donc unicellulaires, de forme irrégulière, se déplacent à l'aide de pseudopodes, dits aussi rhizopodes. Les amibes sont constituées d'une seule cellule, des protozoaires, avec un cytoplasme parfois divisé en deux parties. Ce qui est en périphérique, c'est l'ectoplasme qui est hyalin, et ce qui est à l'intérieur, c'est l'endoplasme qui est granuleux, renferme le noyau, ainsi que les inclusions alimentaires, donc très riches en nutriments et en bactéries. L'identification des différentes espèces repose sur l'aspect microscopique du noyau. Dans le genre Entamoeba, le noyau est constitué d'un petit caryosome central entouré d'une croutelle de chromatine périphérique. Et dans les autres genres, Pseudolimax et Endolimax, le noyau est dit de type Limax, constitué d'un caryosome, donc qui est gros. C'est le seul constituant du noyau. Il peut être central ou excentré. Les amibes se rencontrent sous deux formes. On a la forme végétative, appelée aussi trophozoïde, présente un contour irrégulier, jamais bien marqué, mobile grâce à des pseudopodes. Alors cette forme se nourrit et son cytoplasme est granuleux, contient de nombreuses vacuoles digestives remplies d'inclusions alimentaires ou de bactéries. La forme kystique, c'est la forme de résistance, c'est la forme de transmission de la maladie. Donc, c'est une forme qui est entourée d'une coque épaisse et réfringente. Elle ne se nourrit pas et son cytoplasme est hyalin et homogène. Passons maintenant à la description morphologique des amibes pathogènes pour l'homme, Entamoeba histolytica. Donc, cette dernière se présente sous trois formes. On a l'Entamoeba histolytica, la première forme végétative. Deuxièmement, l'Entamoeba histolytica type minuta, c'est la deuxième forme végétative. Et on a la forme kystique. Entamoeba histolytica. Alors, on voit bien dans la figure. Donc, c'est une amibe hématophage retrouvée dans les glaires sanguinolentes ou les crachats rectaux émis par les malades atteints d'amibiase aiguë.
donc à l'examen microscopique. Alors ces amibes ont une taille de 20 à 42 microns, possèdent un ectoplasme qui est hyaline et un endoplasme qui est granuleux, contiennent de nombreuses vacuoles dans lesquelles se retrouvent les hématies digérées. Ce sont des amibes hématophages. Le noyau est bien arrondi, contient un petit caryosome central et une croutelle de chromatine périphérique. Ces amibes se multiplient activement par séparités, donc dans la paroi colique, et son pouvoir pathogène est lié à son pouvoir d'adhésion, donc aux cellules cibles, et sa capacité de produire des enzymes lytiques. Après avoir détruit les différentes couches cellulaires intestinales, elle peut être entraînée par voie sanguine vers les autres organes. Cette forme hématophage ne s'enkyste jamais. Si l'état intestinal se modifie ou après un bon traitement, elle se transforme en amibe de type Minuta non hématophage. La forme Minuta, donc elle vit en commensale au niveau du tube digestif, elle n'est jamais hématophage, alors retrouvée chez les porteurs sains et les convalescents. Sa taille varie de 15 à 20 microns de diamètre, de forme plus arrondie. Le noyau est du même type, un petit caryosome central et une croutelle de chromatine périphérique. Donc, elle vit dans la lumière intestinale, phagocytant tout ce qui est débris alimentaires et de bactéries. Elle se multiplie par séparités comme l'Entamoeba histolytica type Minuta et après plusieurs divisions, elle peut être éliminée sous forme de kyste ou bien sous forme végétative dans les selles, donc voilà, ou elle peut se transformer en Entamoeba histolytica dans des conditions bien précises. Passons au kyste. Le kyste, c'est la forme de résistance, donc, et de contamination et de transmission de la maladie, mesure de 8 à 15 microns de diamètre, entourée d'une double membrane épaisse et réfringente et contient à maturité 4 noyaux avec parfois des bâtonnets à bout arrondi, dit aussi corps sidérophile. Donc, ou aussi les corps cristalloïdes, le cytoplasme brillant apparaît vide. C'est une forme de résistance qui peut survivre plusieurs jours dans le milieu extérieur quand les conditions sont favorables, humidité et température moyenne. Les kystes sont sensibles à la dessiccation et à une température supérieure à 55 degrés, mais ils résistent aux concentrations de chlore habituellement utilisées dans le traitement. Mode de contamination. Donc, l'amibiase est une maladie liée au péril fécal. Son mode de contamination peut être indirect par l'ingestion de l'eau et des aliments souillés par des kystes mûrs à 4 noyaux. Le rôle primordial des insectes et des mouches ainsi que des blattes dans le transport passif de ces kystes des selles sur les aliments. Le mode de contamination aussi peut être direct ou interhumain par le biais des mains sales dans les collectivités où l'hygiène est rudimentaire ou bien lors des relations sexuelles oro-anales. Cycle évolutif d'Entamoeba histolytica. Il existe 2 cycles dans l'amibiase. Le premier cycle est dit normal, non pathogène chez les porteurs sains, et le cycle anormal, pathogène, où l'amibe devient hématophage. Alors, en ce qui concerne le cycle normal, après l'ingestion, la membrane du kyste va être lisée, libérant une amibe à 4 noyaux au niveau du côlon. Chaque noyau se divise, aboutissant à 8 noyaux, et ces noyaux s'entourent d'un peu de cytoplasme pour donner 8 amébules, petites amibes, qui deviennent des amibes de type Minuta, vivant dans la lumière intestinale. Elles se nourrissent de bactéries ou de déchets et se multiplient activement par séparités. Après un certain nombre de divisions, elles s'arrondissent et deviennent des formes prékystiques, s'entourent alors d'une membrane épaisse pendant que leur noyau subit une double mitose en donnant ainsi un kyste mûr à 4 noyaux. Ces kystes seront rejetés dans le milieu extérieur avec les matières fécales, assurant ainsi la dissémination de l'amibe dans le milieu extérieur.
Ainsi, ce cycle non pathogène appelé cycle infestation ne donne aucune altération de la muqueuse intestinale et aucun signe clinique. La présence de l'amibe minuta et des kystes dans l'intestin correspond à l'amibiase infestation. En ce qui concerne le cycle anormal ou le cycle dit pathogène, l'amibiase maladie apparaît lorsque la forme minuta se transforme en forme hématophage histolytica, et ceci sous l'influence de plusieurs facteurs. Alors, ces facteurs sont la virulence d'une souche d'Entamoeba histolytica semble être un facteur primordial, l'altération de l'état général, le déséquilibre de la flore bactérienne dû aux médicaments, en général l'abus des antibiotiques, l'irritation de la muqueuse intestinale, un régime alimentaire déséquilibré. Donc, les facteurs immunologiques, l'état immunitaire de l'hôte jouent un rôle important. Alors, les cas d'amibiase colique compliquée ou hépatique sont plus fréquents chez l'enfant, la femme enceinte et les sujets malnutris ou alcooliques. Mais l'amibiase est rare chez les sujets VIH positifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours du cycle pathogène? La forme minuta va alors augmenter de taille et devenir Entamoeba histolytica amibe hématophage qui a la capacité de produire des enzymes lytiques qui détruisent les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale. Une brèche est ainsi réalisée et les amibes vont creuser en donnant les ulcérations en coup d'angle, vont creuser la muqueuse intestinale en créant des ulcérations dites en coup d'angle. La muqueuse saigne et les amibes phagocytent les hématies. Elles se multiplient activement par sessiparités. Certaines amibes hématophages vont être éliminées dans le milieu extérieur avec les glaires sanguinolentes, tandis que les autres amibes hématophages vont pénétrer plus profondément dans la sous-muqueuse, entraînant la formation des abcès ouverts dans la muqueuse intestinale appelés abcès en bouton de chemise, à partir desquels on aura la diffusion des amibes qui pourront passer dans les capillaires mésentériques et ainsi être véhiculés par voie sanguine jusqu'au foie le plus souvent, mais peuvent dépasser le premier foyer métastatique en passant dans les vénules sushépatiques par le cœur droit, puis les artères pulmonaires des parois alvéolaires où elles peuvent s'arrêter ou gagner le cœur gauche et être lancées dans la grande circulation. On peut trouver plusieurs localisations métastatiques au niveau du cerveau, au niveau du rein, au niveau des reins, au niveau de la rate. Alors, ce cycle pathogène se retrouve dans l'amibiase aiguë et sous l'effet du traitement ou parfois parfois spontanément, certains amibes hématophages regagnent la lumière intestinale et se transforment en Entamoeba histolytica type minuta. Comme on a déjà dit, Entamoeba histolytica ne s'enquiste jamais. Répartition géographique. L'amibiase est une maladie cosmopolite liée au péril fécal. Donc, plusieurs acteurs épidémiologiques favorisent la dissémination de cette maladie, comme l'absence d'hygiène fécale, surtout l'utilisation agricole de l'engrais humain, l'absence de l'hygiène individuelle liée aux mains sales, le climat chaud et humide qui prolonge la survie des kystes dans le milieu extérieur. De ce fait, elle est répandue surtout dans les régions chaudes et humides d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Donc, arrivons au tableau clinique. L'Entamoeba histolytica touche électivement le côlon. Donc, l'amibiase intestinale est le premier stade de la maladie. Alors, en ce qui concerne l'amibiase intestinale, on distingue 3 tableaux cliniques. Donc, en fonction de la sévérité, on a l'amibiase intestinale aiguë ou la dysentérie amibienne. Donc, qui commence par un début brutal, marqué par une asthénie, une anorexie, des diarrhées banales, donc des douleurs abdominales. Cette période ne dépasse pas 10 jours. Alors, et puis, ça vient le syndrome dysentérique qui se manifeste par des douleurs abdominales violentes, parcourant le cadre colique avec un maximum au niveau des 2 fosses iliaques. Un ténesme qui est la contracture douloureuse du sphincter anal qui se termine par l'envie impérieuse d'aller déféquer et des selles glérosanguinolentes ou dites aussi crachats rectaux, donc nombreuses de 8 à 15 par jour. L'état général est conservé, la pyrexie est de règle. L'évolution est favorable. Alors, si le malade il est convenablement traité, mais en absence donc de traitement,
donc, ou bien si le terrain il est fragilisé, dénutri, maltraité, l'amibiase évolue vers la chronicité et les rechutes, ainsi que les complications. On distingue les perforations intestinales, on distingue les hémorragies intestinales et l'amébome, qui est une pseudo-tumeur colique sèche au niveau du sécom et qui se manifeste par un tableau de subocclusion intestinale. La deuxième forme intestinale, c'est la colite chronique post-amibienne. Alors, il s'agit de séquelles inflammatoires et neurovégétatives qui se présentent sous forme de diarrhée banale en alternance avec des constipations, donc avec des douleurs coliques modérées. Alors, dans ce cas-là, l'examen parasitologique des selles est le plus souvent négatif. Les colites fulminantes ou l'amibiase aiguë, alors ce sont des formes rares et gravissimes rencontrées en général chez les sujets dénutris, les enfants, les femmes enceintes, les accouchés, marquées par un syndrome dysentérique très sévère. Il est souvent compliqué de perforation colique et d'hémorragie intestinale associée dans 75% des cas à un abcès du foie. Le pronostic demeure sombre. L'amibiase hépatique, on sait que le foie c'est le premier cible donc de l'amibiase après l'intestin. Donc l'amibiase hépatique survient à distance d'une amibiase intestinale aiguë. Donc le tableau clinique il est marqué par la triade de Fontan, marqué par des douleurs hépatiques constante d'intensité variable, augmente à l'inspiration profonde, elle irradie vers l'épaule droite en bretelle trop serrée et vers l'omoplate. La fièvre est en général élevée de 39 à 40 degrés, parfois oscillante au stade de l'abcès amibien, accompagné d'une altération de l'état général, asthénie, amaigrissement, les yeux sont cernés, le teint est gris. Et l'hépatomégalie à surface lisse, de consistance ferme et de volume variable, elle est douloureuse à la palpation et à l'ébranlement provoqué. Donc un syndrome pleuropulmonaire de la base droite peut être observé. L'amibiase pleuropulmonaire, 20 à 50% des amibiases hépatiques se compliquent de localisation pulmonaire. Généralement, le mécanisme de l'atteinte pulmonaire se fait par contiguïté à travers le diaphragme ou par voie lymphatique ou sanguine. Donc, on peut observer plusieurs tableaux cliniques comme les épanchements pleurales ou dit aussi pleurésie purulente amibienne, un abcès du poumon siégeant généralement au niveau du lobe inférieur droit, une fistule broncho-alvéolaire. Autre localisation, on a l'amibiase péritonéale, amibiase péricardique, amibiase cutanée, amibiase cérébrale, même aussi amibiase rénale et amibiase pancréatique. Diagnostic. Alors, on va commencer par le diagnostic de l'amibiase intestinale. Le diagnostic de certitude est basé sur l'examen coproparasitologique des selles qui permet de mettre en évidence les différentes formes d'Entamoeba histolytica. Les deux formes végétatives, Entamoeba histolytica type histolytica, qui est la forme hématophage qui se trouve dans la glaire sanguinolente, Entamoeba histolytica type minuta, qui est la deuxième forme végétative, et les kystes. Mais avant de commencer l'examen microscopique des selles, le patient doit être préparé à l'avance. Donc, quelles sont les conditions de l'examen parasitologique des selles? Le patient doit arrêter la prise de médicaments 3 à 4 jours avant l'examen, tels que les mucilages, les produits à base de charbon, les sels de bismuth, les huiles de paraffine, les suppôts gras. Il doit se soumettre à un régime pauvre en résidus la veille de l'examen, éviter les féculents, les légumes verts, les fruits, les oléagineux, la viande rouge, s'assurer que le patient n'a pas reçu de produits de contraste et il faut faire 3 examens parasitologiques successifs à 3 à 4 jours d'intervalle parce que l'émission des parasites est intermittente. Les selles doivent être de préférence émises au laboratoire ou apportées très rapidement dans un flacon sec bouché moins de 30 minutes. Si le patient n'arrive pas
à acheminer les selles dans ce délai, alors on peut donner un fixateur qui permet de fixer les différentes formes parasitaires comme le formol à 5%, le fixateur MIF de Sapero et Lawless et le fixateur polyvinylique de Brook et Goldman. L'examen parasitologique des selles s'effectue entre lame et lamelle. L'examen s'effectue au microscope optique au grossissement 40, permet de visualiser les différentes formes d'Entamoeba histolytica. Alors, on peut aussi faire un examen après coloration. Alors, différentes techniques de coloration peuvent être utilisées. On a la coloration entre lame et lamelle, méthode de Baillanger et Farag. On a aussi qui permet de visualiser les cytoplasmes en couleur rouge et les structures nucléaires en noir. La deuxième technique, c'est la technique de Sapero et Lawless. Cette technique permet de colorer la membrane nucléaire en noir et le cytoplasme en rouge. D'autres techniques de coloration, c'est la fixation-coloration d'un frottis humide. Alors, on va confectionner un frottis de sel et puis on va le fixer et le colorer sans le sécher. On a la technique en un temps, c'est la méthode de Kohn, et on a la technique en 3 temps, méthode de Heidenhain. Ou on a la fixation, coloration d'un frottis sec, c'est-à-dire on va confectionner un frottis de sel, on va le laisser sécher et puis on va le colorer. C'est la méthode de Brook et Goldman. L'immunofluorescence directe à l'aide d'anticorps monoclonaux permet de visualiser les amibes dans les produits pathologiques plus facilement que les méthodes de coloration classiques. Les méthodes de concentration généralement sont très utiles en cas de pauciparasitisme, c'est-à-dire au cours des infestations légères. Donc le but c'est de rechercher les kystes d'Entamoeba histolytica qui peut être facilité par ces techniques d'enrichissement. Alors citons les méthodes diphasiques, ce sont des méthodes utilisant deux réactifs non miscibles, l'un à queue comme l'acide acétoacétique au cours de la technique de Baillanger ou le formol au cours de la technique de Ricci, et l'autre l'hypophyse et l'éther qui permettent la réalisation d'un coefficient de partage. La mise en culture des amibes. Alors généralement, il est conseillé de pratiquer une culture à chaque fois que le clinicien suspecte fortement une amibiase, alors que l'examen direct s'avère négatif. Elle est utilisée surtout pour la production d'antigènes pour le diagnostic immunologique. Alors on a plusieurs milieux de culture. On a les milieux de culture ordinaires, comme le milieu de Doble et l'Igloo, le milieu de Cleveland et Collier et le milieu de Balamut. Et on a les milieux artificiels axéniques. Alors, les cultures axéniques ou bien sont considérées axéniques seulement après avoir démontré qu'elles ne contiennent aucun organisme cellulaire vivant ni bactérie. En ce qui concerne le prélèvement au cours de rectoscopie, généralement, les prélèvements rectoscopiques sont à éviter, surtout en période de dysentérie amibienne, parce que ces méthodes sont très douloureuses. Donc, mais si l'examen il est possible, il faut l'effectuer. Donc, on fait un simple écouvillonnage rectal avec prélèvement de glaire, recouvrant les ulcérations qu'il faut ramener le plus tôt possible au laboratoire qui pratique un examen direct avec la recherche d'Entamoeba histolytica à l'examen à l'état frais, puis coloration et la mise en culture. Alors, en ce qui concerne la biopsie, alors si l'examen par écouvillonnage est négatif, alors on va réaliser des biopsies qui sont fixées dans le bouin pour un examen anatomopathologique. Arrivons au diagnostic de l'amibiase hépatique. Alors, il faut savoir que au cours de l'amibiase hépatique, l'examen parasitologique des selles est négatif du fait que cette forme clinique survient à distance de l'amibiase intestinale. Alors, ce qui nous oriente vers une amibiase hépatique, c'est une perturbation du bilan biologique avec une hyperleucocytose supérieure à 10 000 globules blancs par millimètre cube, une anémie fréquente du fait que les amibes sont hématophages et une perturbation du bilan hépatique avec l'augmentation des phosphatases alcalines et des transaminés.
transaminases. Mais les éléments de diagnostic de certitude alors sont basés premièrement sur la ponction de l'abcès hépatique au cours d'une laparoscopie ou au cours d'une échographie qui va ramener un pu chocolat. Donc souvent sans amibes, on procède à un examen direct entre l'âme et lamelle, à une coloration et à une mise en culture. Mais généralement, ce diagnostic est négatif du fait que les amibes restent accolées à la paroi de l'abcès en raison de leur caractère hématophage. Le diagnostic sérologique, le but de ce diagnostic, c'est la recherche des anticorps anti-entamoeba histolytica. Donc, l'indication du diagnostic sérologique, c'est au cours de l'amibiase invasive, donc c'est-à-dire au cours des atteintes intestinales malignes et l'amébanque dans 70% des cas, et au cours des atteintes hépatiques dans 95% des cas. Diagnostic sérologique, donc plusieurs techniques utilisées pour le diagnostic sérologique de l'amibiase. Donc, tout dépend de l'antigène utilisé, la nature de l'antigène utilisé. On a les techniques utilisant des antigènes figurés comme l'immunofluorescence indirecte. Donc, employant un antigène figuré, c'est l'amibe entière. Elle permet de révéler les sites antigéniques de surface avec un seuil de spécificité de 1 sur 50. L'évolution des anticorps, les anticorps apparaissent dès le 3e ou le 4e jour après le début de la maladie. Leur taux s'élève rapidement pour atteindre parfois 1 sur 800, reste en plateau pendant environ 20 jours et diminue doucement pour se négativer au bout d'une année. D'autres techniques utilisant des antigènes solubles. Donc, l'antigène est un ultrasonat d'amibes issu d'une culture axénique. On cite l'hémagglutination indirecte, facile à réaliser, rapide et spécifique et très sensible, avec un seuil de spécificité 1 sur 128, trop sensible. Son interprétation est difficile. Après guérison, elle peut rester positive pendant plusieurs années. La technique ELISA, elle utilise des antigènes amibiens très purifiés. Elle est donc très spécifique, rapide et sensible. Sa valeur est comparable à celle de l'immunofluorescence indirecte et son gros avantage, c'est d'être automatisable. Le seuil de spécificité est 1 sur 400. D'autres techniques, on a les techniques de précipitation comme l'immunoélectrophorèse. Les antigènes parasitaires étant fractionnés par migration électrophorétique, on a pu mettre en évidence un arc de précipitation très spécifique. On a aussi l'électrocinérase, alors ou bien ce qu'on appelle aussi contre-immunoélectrophorèse sur acétate de cellulose. Ces résultats sont superposables à ceux de l'immunoélectrophorèse, évite les inconvénients de l'immunoélectrophorèse comme la longueur de la technique, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de temps, donc par rapport à l'électrocinérase, et exige une quantité importante d'antigènes et de sérum. Donc l'électrocinérase permet d'éviter les inconvénients de l'immunoélectrophorèse. Autre technique peut utiliser comme le test au latex, l'agglutination sur lame de particules de latex sensibilisées par l'antigène total. C'est une technique simple, rapide, mais qualitative, utilisant pour le dépistage seulement. Les coproantigènes ou la recherche des antigènes amibiens qui se fait par la technique ELISA, plus sensible que l'examen coproparasitologique. Alors c'est intéressant, confirmer le diagnostic d'une amibiase invasive, étude des séquelles d'une infection entamoeba histolytica, marqueur de l'évolution de la maladie. En zone d'endémie, la sensibilité de cette technique est supérieure à l'examen coproparasitologique des selles, mais ce n'est pas une technique de routine. Enfin, on a la biologie moléculaire. C'est une technique qui est utilisée dans les laboratoires de recherche parce qu'elle est très coûteuse. Donc, elle permet l'utilisation d'oligonucléotides spécifiques, permet d'identifier les souches pathogènes après une culture ou directement sur celle. L'utilisation de souches nucléiques et la détection des antigènes spécifiques de surface sont d'excellentes méthodes pour la différenciation entre souches pathogènes et non pathogènes à partir de la culture.
Le traitement de l'amibiase, alors en ce qui concerne l'amibiase intestinale et bien plus précisément crise de dysentérie amibienne, donc on utilise le metronidazole qui est le flagelle, un amibicide mixte tissulaire et de contact, agit au niveau de la lumière intestinale et au niveau de la muqueuse intestinale. Il existe sous forme de comprimés dosés à 250 mg, des solutés buvables et des solutés pour perfusion IV. La dose moyenne c'est de 30 à 40 mg par kilo et par jour, soit 1,5 à 2 grammes par jour pour les adultes. La durée de traitement c'est de 7 à 10 jours et puis on donne une cure de consolidation par un amibicide de contact. On a le choix entre la nifuroxacide, l'ercéfuril, l'umagel, l'umata. Alors on peut utiliser aussi autres dérivés nitroimidazolés pour le traitement d'attaque comme l'ornidazole, le tinidazole, le cycnidazole par voie IV ou orale. L'amibiase intestinale des porteurs sains, dans ce cas-là, il n'y a pas la forme hématophage entamoeba histolytica. Le traitement, il est à base d'un amibicide de contact, ça suffit largement. Alors, on a le choix entre l'umagel ou l'ercéférul. En ce qui concerne l'amibiase hépatique, on distingue deux stades. Le stade de l'amibiase non collectée, dans ce cas-là, l'échographie est normale. Le traitement est identique à celui de l'amibiase intestinale. On peut donner le metronidazole, donc pendant 7 à 10 jours, une dose de 30 à 40 mg par kilo et par jour, soit 1,5 à 2 grammes par jour. Et le deuxième stade, c'est l'abcès collecté. Dans ce cas, l'échographie va montrer une image hypoïcogène au niveau du foie. Donc, le traitement, d'abord, on va commencer par un traitement médical pendant 1 mois. En cas d'échec, donc, on passe au drainage chirurgical. La prophylaxie, donc l'amibiase est une maladie liée au péril fécal. La prophylaxie consiste à traiter les réservoirs de parasites, c'est-à-dire les porteurs sains, d'améliorer l'approvisionnement en eau, la mise en place de latrines, de ne pas utiliser l'engrais humain en agriculture et de protéger les sujets sains en suivant les règles d'hygiène ou la prophylaxie individuelle, de bien laver les fruits et les légumes, de bien se laver les mains et de faire bouillir l'eau en zone d'endémie.